Bienvenue dans le monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. La colonisation blesse et nos écrivains recueillent ses blessures. Nulle joie, nulle part, pour les colonisés expropriés, appauvris, déchus de leur dignité d'homme. Leur pain est noir, noire est leur vie. Et pourtant ils paraissent tout accepter, silencieux et imperturbables. La misère et l'injustice glissent sur eux comme la pluie et le vent, à croire que leur condition de sous-homme leur est naturelle. Faudrait-il croire alors à une nature de colonisés? Les Algériens colonisés seraient-ils une nation, une race à part, de celles qui subissent et se taisent, s'accommodant de tout? Oui, si l'on se fie aux apparences et aux dires des colons trop heureux d'asseoir leur supériorité. Mais il suffit de déplacer le point de vue pour apercevoir la part de l'humanité mutilée dans chacune des Fatmas de service, dans chaque Mohammed réduit à un regard impuissant. Contrebalançant les thèses des écrivains colonialistes, tels Bertrand ou Rondeau, les écrivains algériens francophones représentent dans leurs récits l'envers de la colonie. Par-delà la muraille, qui protège les propriétés de Borgeaud ou de Germain, les éléments de l'équation coloniale se donnent à lire dans notre littérature comme un problème à résoudre dans la violence, parce qu'il s'est posé par la violence. Imposer à un autre homme la condition du colonisé, comme celle de l'esclave, est une agression contre l'humanité. Cette indignité faite à l'homme se dénouera dans la violence. Pas le choix. Pas d'autre recours que de retourner son arme contre l'agresseur. Mais en attendant le jour de la délivrance, il faudra supporter le malheur et le boire jusqu'à la lie. Notre malheur prend souvent le visage d'une femme dans notre littérature. C'est celui de la mère qui m'intéresse avant tout, parce que j'ai été frappé par les dérèglements que lui faisaient subir nos écrivains. Plus que l'épouse, la mère devient un personnage problématique, traversé de part en part par des ombres qui font peur. Notre mère, celle que nous connaissons tous, si douce et tendre, prend la figure inquiétante d'une femme cruelle comme Aïni dans la grande maison de Mohammed Dib. Elle peut, et c'est aussi horrible, céder à la folie, suprême dysfonctionnement chez celle qui est le pilier de notre maison. La première folle à entrer en scène est la mère de Mustapha dans le cadavre encerclé de Kateb Yassine. On se souvient que la pièce de théâtre raconte l'histoire de l'Akhdar blessé, supplicié, agonisant. Autour de celui qui s'apprête à devenir un cadavre, des personnages forment un cercle dans une dramaturgie qui se refuse à laisser le héros mourir seul. Toute la nation encercle le cadavre de l'homme sacrifié et fait corps avec lui, pour illustrer l'idée de la permanence de la résistance algérienne. La mère de Mustapha entre en jeu à la recherche de son fils exilé, perdu. Dans la nuit de sa folie, elle appelle Mustapha. Obsédée par l'image de l'absent, elle est incapable de voir l'Akhdar, l'ami de son fils. Elle n'entend pas, le mourant, lui dire que son fils est vivant, aussi sûr que lui-même s'apprête à mourir. Les deux amis sont séparés à jamais, dans ce monde où nous passons notre vie à faire nos adieux. Dans un monde où les vivants sont condamnés à la séparation, la folie trouve sa raison d'être. La mère de Mustapha a dit adieu à son fils de l'autre côté du mur de l'hôpital. Elle est devenue la folle évadée, la veuve en sursis, une mère en quarantaine.
Nos mères sont en quarantaine sur le banc du grand hôpital. Celui que la Aïni de Mohamed Dib appelait de ses voeux à défaut de la mort. L'écume des jours emporte la vie et avec elle les raisons de vivre. La mort physique ou symbolique est partout dans les récits de notre misère coloniale. La mort tournoie dans la fournaise du napalm. Les corps déchiquetés réclament la perte de notre mémoire. Les morts exigent des vivants qu'ils deviennent fous, c'est une question de survie. Dans un beau récit de guerre qui s'appelle La grotte éclatée, Yamina Meshakra met en scène une infirmière qui doit survivre après le bombardement meurtrier de la grotte dans laquelle elle soignait les blessés. La grotte où elle a mis au monde son fils prénommé Haris. La grotte hôpital, la grotte maternité a éclaté et avec elle, la raison de la mère d'Haris a volé en éclats. Admise à l'hôpital psychiatrique de la Manouba, elle note « Centre psychiatrique de la Manouba. Je n'admettais pas de monde vivant. Je réclamais la folie. Je voulais me libérer des autres, de moi, du souvenir. On me ramena le corps de mon fils. Âge, 2 mois. Victime du napalm. Mon fils, vivant, aveugle et sans jambes. Mon fils brûlé. Octobre 1958, on ensevelit le corps de Rouider. Octobre 1958, j'ai haï le feu. Il est une autre folle chez Kateb Yassine que l'on ne peut évoquer sans avoir le cœur serré, car il s'agit de la propre mère du poète, sa vraie mère dans la vraie vie. C'est d'elle qu'il s'agit dans le polygone étoilé. C'est elle qui, contrairement à l'infirmière de la grotte éclatée, aime le feu, attirée par les braises, comme une luciole, même pas suicidaire. La mère de Kateb se jette dans le feu, dans n'importe quel feu. Il semble que le feu l'apaise. Sa chair grésille. Elle soupire d'aise et se détend. Puis, quand vient la douleur, elle se baigne dans l'eau froide. Que faire ? Que faire ? Question sans réponse du poète désorienté. Effrayé, il regarde sa mère. Elle n'est plus que plaie. Que faire ? Continuer à la regarder, la surveiller pour qu'elle n'aille pas trop loin dans l'immolation. Mais au fond, il sait bien qu'il n'y a rien à craindre. La folle se fait plaisir en se brûlant la peau, comme Aïni prenait plaisir à martyriser sa mère. Nos mères s'automutilent comme elles peuvent, et ça leur fait plaisir dans le monde perverti de la colonie. Priez pour nos mères, priez pour elles, priez pour nos mères douloureuses, devenues des monstres dans le monde des adieux. Au revoir et à très bientôt dans le monde terrible qui nous rassemble.